Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est une introduction à la science de la psychobiologie subcellulaire et on va parler aussi un peu de psychoimmunologie. Je m'appelle Gaëtan Klein, je suis thérapeute et chercheur dans le domaine de la psychobiologie et je vais vous expliquer ce que c'est que cette nouvelle science, cette nouvelle branche en tout cas de la science. Et cette présentation aujourd'hui est une traduction d'une présentation que j'ai donnée il y a 6 mois à peu près au début d'année au symposium de recherche internationale qui était organisé par l'institut de recherche auquel j'appartiens, qui s'appelle en anglais The Institute for the Study of Peak States. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de traduire ça en français pour présenter un peu plus mon travail, aussi bien aux personnes qui pourraient venir me voir en thérapie, qu'aux thérapeutes que je vois, mais qui veulent comprendre quel est le modèle scientifique derrière les techniques qu'on utilise, et aux profanes et à toutes les personnes qui veulent aussi découvrir ce sujet, aussi bien par intérêt pour la science elle-même que pour la thérapie et l'évolution humaine, on va dire, et bien sûr le travail qu'on fait sur les états de conscience extraordinaires qui est basé sur ce travail. Donc allons-y. Donc cette vidéo est une introduction à ce qu'on appelle la psychobiologie subcellulaire et la psychoimmunologie. Je vais vous expliquer évidemment de quoi il s'agit. Donc tout part du principe que nous menons de la recherche, moi et d'autres collègues dans différents pays. Donc notre institut est basé à la fois au Canada, en Australie, nous avons pas mal de gens en Europe, en Pologne, au Danemark, en Angleterre, en Allemagne, etc. Et donc nous menons des recherches depuis un peu plus d'une trentaine d'années maintenant. Alors moi j'ai rejoint cet institut il y a à peu près 7 ans, 7-8 ans. Et nous menons des recherches sur comment fonctionne le psychisme humain et comment est-ce qu'on peut atteindre des états d'être, des manières d'être qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus fonctionnelles que l'état normal dans lequel vit la plupart des gens. Parce que la plupart des gens vivent dans un état où il y a pas mal de souffrance, où il y a pas mal d'émotions négatives, pas mal de conflits intérieurs, etc., etc. Ce qui paraît normal pour la plupart des gens, parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu. Mais on sait qu'il existe des états dans lesquels on vit quasiment plus de souffrance et que du positif, que des émotions positives. On appelle ça des états de conscience extraordinaires. Donc c'est un peu le point de départ de notre recherche. Et progressivement, notre recherche nous a amené à comprendre comment fonctionne la psychologie de la souffrance, on va dire, c'est-à-dire la psychologie des traumatismes et des émotions négatives en particulier. Et en trouvant les bonnes techniques qui permettent de régler ça, ça nous a amené de plus en plus à étudier notre développement biologique. Donc, en particulier, l'Institut a été créé au début des années 90. Et à l'époque, l'idée c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut guérir certains traumatismes, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup de techniques qui commençaient à devenir disponibles, à exister. Donc vous avez toutes les techniques par la respiration, vous avez des techniques comme l'EMDR, donc c'est la stimulation bilatérale des yeux, des techniques comme l'EFT où on va tapoter sur des points pour apaiser des émotions négatives, et plein d'autres techniques. Et c'était assez foisonnant à cette époque, et c'est à cette époque qu'on a commencé à se rendre compte que guérir des traumatismes, en tout cas traiter des traumatismes, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, accessible et même qui doit être assez rapide et efficace dans la plupart des cas. Et notamment, une famille de techniques qui était très utilisée, qui est encore aujourd'hui très utilisée, c'est les techniques de régression. Donc la régression, c'est quand on revient dans le passé pour régler un traumatisme, un choc émotionnel qui nous a perturbés. Donc, par exemple, on peut faire une régression dans l'enfance et repenser à ces épisodes de notre enfance où on a vécu des chocs et comprendre quel est leur impact sur le présent, mais surtout les régler, parce que quand on règle ces chocs-là, ça a un impact sur notre mieux-être dans le présent. Donc voilà, notre recherche a commencé dans ce cadre-là. Comment fonctionnent ces techniques en psychothérapie, en traitement des traumatismes. Donc les techniques de régression, il y en a plusieurs. Nous en avons mis au point une nous-mêmes, qui s'appelle Whole-Hearted Healing, en anglais. On pourrait traduire ça par guérison du cœur entier. L'idée, c'est d'accepter et d'accueillir pleinement l'émotion que l'on a vécue. Mais surtout, c'est une technique qui permet de revenir en arrière dans le temps à quelle est l'origine de ce traumatisme. Puisque les traumatismes fonctionnent par piles, et ils sont empilés dans le temps. Et donc pour bien complètement traiter toute une pile de traumatismes, il faut revenir en arrière dans le temps. J'explique ça dans d'autres vidéos. Et une des particularités de cette technique, c'est qu'elle permet de revenir à des mémoires prénatales. On a commencé à se rendre compte dans les années 70 à peu près que l'être humain avait beaucoup de mémoires de la naissance, autour de la naissance et avant la naissance,
qui était accessible. Ça a notamment été développé par les techniques de respiration. Donc vous avez le rebirth et vous avez la respiration holotropique notamment qui ont été développées pour accéder à ces mémoires prénatales, mais d'autres techniques aussi. Et donc dans Wholehearted Healing, on utilise ça et on va chercher ce qui se passe dans le développement avant la naissance. Et ça nous permet d'étudier de l'intérieur les étapes du développement biologique et psychologique. Parce qu'avant la naissance, ça veut dire avant qu'on soit un organisme multicellulaire, il y a aussi la conception, le moment où on devient la première cellule qui devient nous. On étudie aussi ce moment-là, par exemple. Et donc toutes ces étapes, tous ces moments particuliers du développement correspondent à des étapes à la fois psychologiques et biologiques. Et on étudie donc qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que notre psychisme se construit, comment est-ce que notre biologie se construit. Et ça nous permet de rentrer vraiment, vraiment dans le détail de qu'est-ce qui se passe à chaque étape exactement. Et ça peut paraître étonnant quand on est introduit à cette idée au départ, mais le corps garde la mémoire de son propre développement. Dans notre corps, dans nos gènes, dans nos cellules, on a cette mémoire de toutes les étapes de notre existence, depuis la toute première étincelle de vie qui commence à exister jusqu'à notre conception, c'est-à-dire quand l'ovocyte et le spermatozoïde fusionnent, et c'est la première cellule qui devient nous, puis ensuite la naissance où effectivement on est un organisme indépendant, et ensuite tout le reste de notre vie. Et donc si notre corps garde cette mémoire en lui, et je vais vous le montrer et tout notre travail le démontre, eh bien ça veut dire qu'on peut étudier de l'intérieur l'entièreté de notre biologie. Tout ce qui fait partie de ce que c'est que d'être humain est accessible à notre conscience à travers ce travail. Et donc en retournant dans le passé, nous explorons des événements qui sont à la fois biologiques, mais aussi psychologiques, et on les étudie depuis une perspective psychologique. C'est-à-dire que mentalement, on se met dans un état qui nous permet de revenir à ces moments-là comme si on les revivait. Et dans notre travail, on remonte très 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 loin, puisque la naissance c'est une première étape, mais on va explorer d'autres moments importants, comme la première division cellulaire et les suivantes, la conception, mais aussi avant ça, le spermatozoïde et l'ovocyte eux-mêmes ont leur propre développement, leur propre histoire, donc on peut remonter à l'origine de ça, et on peut aller très très loin dans le passé. Et ces événements précoces sont très souvent perturbés par des traumatismes. Et quand on traite ces traumatismes, quand on retourne dans un de ces moments, par exemple la conception, et qu'on élimine, qu'on traite tous les traumatismes qui s'y trouvent, ça a un effet psychologique très très profond, parce que ça ne va pas juste apaiser notre réaction émotionnelle à un événement, mais ça va affecter la manière profonde dont notre structure psychique s'est construite. Donc c'est très 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 profond, et c'est pour ça qu'on utilise ça dans le travail sur les états de conscience. Les états de conscience, c'est la manière dont notre conscience elle-même fonctionne. Et elle fonctionne en fonction de différents paramètres, et on peut changer de manière radicale, de manière fondamentale ces paramètres. Et lorsqu'on fait ce travail, ça a un effet donc sur notre psychisme le plus profond, mais aussi sur notre biologie, puisqu'on est en train de, en quelque sorte, réparer des moments de développement biologique. Et pour ça, il faut comprendre quel est le lien entre les traumatismes et la biologie. Donc le lien, c'est ce que vous allez voir sur ce diagramme ici. Donc les traumatismes qui paraissent être des mémoires émotionnelles, donc tel événement est arrivé et j'ai eu telle émotion qui s'est déclenchée, en fait, ce sont aussi des réactions physiques. Et les traumatismes sont stockés à l'intérieur de la cellule, au niveau le plus profond de notre cellule, dans une structure qu'on appelle des ribosomes, qui sont eux-mêmes coincés sur des chaînes d'ARN messagers. Alors, je vous explique. Quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, au centre de la cellule, dans le noyau, nous avons nos gènes, notre ADN. Et nos gènes sont en quelque sorte des recettes, des codes que notre cellule va lire et interpréter pour créer des protéines et pour effectuer certaines fonctions biologiques. La manière dont ça se passe, c'est que autour des gènes, vous avez des molécules qu'on appelle les histones qui doivent s'ouvrir pour qu'un gène s'exprime. Donc quand le gène s'exprime, l'histone s'ouvre et il se copie à travers ce qu'on appelle l'ARN messager. Et cet ARN messager, c'est comme une petite bande de code, c'est comme une petite recette qui va sortir du noyau de la cellule et qui va être attrapée en quelque sorte par un ribosome. Le ribosome va lire le code, comprendre « Ah, c'est ça que je dois faire, voilà la recette de la protéine que je dois créer ». Il crée la protéine et ensuite tout ça se dissout.
Ça, c'est ce qui est censé se produire quand nos gènes s'expriment correctement. Malheureusement, il arrive que les histones ne s'ouvrent pas, qu'ils restent coincés, et qu'il y ait une chaîne d'ARN, mais au lieu qu'elle se libère, cette chaîne d'ARN est aussi coincée, elle est en quelque sorte coincée dans l'histone, et elle sort à moitié de la membrane nucléaire, mais elle ne se relâche pas complètement, et les histones qui vont essayer de lire le code génétique, enfin le code sur l'ARN en tout cas, vont rester coincés. Il se trouve que chaque ribosome correspond à un moment traumatique. Et dans chaque ribosome, il y a cette mémoire qui est stockée. Donc la mémoire des choses qui nous arrivent dans notre vie n'est pas seulement stockée dans notre cerveau, elle est stockée dans nos cellules. En tout cas en ce qui concerne ces événements traumatiques. Et c'est pour ça que, de ce point de vue, il y a une correspondance exacte entre notre psychologie et notre biologie. Donc ce problème d'histone qui n'arrive pas à s'ouvrir, c'est ce qu'on appelle un dommage épigénétique. Et il y a plusieurs types de dommages épigénétiques, mais grosso modo, chaque dommage épigénétique correspond à une émotion négative, l'émotion qui va se rejouer dans les traumatismes que l'on va vivre, et ça empêche notre corps d'utiliser la fonction du gène qui est bloqué. Donc les techniques de traitement des traumatismes, très souvent, ont un effet de réparation épigénétique, qui est transmis ensuite au reste du corps, évidemment, parce que si notre gène peut s'exprimer, eh bien notre corps, tout d'un coup, peut utiliser une nouvelle fonction. Il va créer une nouvelle protéine et en faire quelque chose. Et donc cette fonction, elle se répercute au niveau de la cellule, et ensuite des autres cellules de notre corps, et finalement au niveau le plus grand, c'est-à-dire au niveau des organes et du reste de notre corps. Donc lorsqu'on traite un traumatisme, on a un effet très profond sur notre biologie qui va changer la manière dont on se sent dans notre corps et dont notre corps fonctionne. Et ça veut dire que le traitement des traumatismes peut être utilisé pour améliorer notre santé physique. Parce que vous l'avez compris, ce n'est pas juste du mental, de l'émotionnel, du psychologique, c'est vraiment biologique, c'est du tangible, c'est du concret. Mais à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour trouver quels sont les dommages épigénétiques qui sont liés à certains problèmes particuliers? Donc ça peut être des troubles psychologiques ou pourquoi pas des maladies ou des troubles physiques. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les dommages épigénétiques qu'il faut réparer pour avoir un effet sur ces mécanismes-là? C'est toute la question et c'est tout l'enjeu de cette science. Et dans nos recherches, nous avons finalement découvert qu'il existe une cellule primaire qui dirige toutes les autres cellules du corps. C'est-à-dire qu'il y a une cellule qui est dans notre corps et qui est la maîtresse, en quelque sorte, de toutes les autres cellules. C'est à partir de cette cellule que viennent les signaux de ce que doit faire notre corps. Et c'est comme si cette cellule était vraiment nous, en quelque sorte. C'est comme si notre être était conçu pour être d'abord un organisme unicellulaire et ensuite multicellulaire, ce qui s'est passé dans l'évolution. Mais en fait, on garde ce schéma, à l'intérieur de nous, il y a cette cellule primaire, et c'est elle qui dirige tout ce qui se passe dans les autres cellules et dans notre corps. S'il y a donc un problème dans cette cellule primaire, eh bien ce problème se répercute à toutes les autres cellules du corps. C'est-à-dire que les autres cellules ne peuvent pas compenser un problème qui se trouve dans la cellule primaire. Donc son fonctionnement est hyper important. Et cette cellule, elle est multipotentielle, elle renferme tout ce qui se passe et tout ce qui constitue notre être. Elle a aussi bien notre être physique, biologique, que notre conscience. Certains pourraient dire notre âme en quelque sorte se loge dans cette cellule primaire. En tout cas, c'est de là que vient notre conscience. Donc la conscience n'est pas dans le cerveau, elle n'est pas générée par le cerveau, elle est d'abord présente dans la cellule primaire et ensuite elle se répercute au cerveau. Dans cette cellule, vous avez tous les gènes, cette cellule a le potentiel biologique de toutes les autres cellules du corps, elle n'est pas différenciée. Et vous avez aussi donc le siège de la conscience et donc de notre psychisme. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que chaque structure dans cette cellule a une fonction psychologique. Donc dans la cellule, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a plein de morceaux différents, de structures différentes. Donc vous les voyez là sur ce schéma. Alors les notes sont en anglais, mais vous avez plein de structures différentes. Vous avez les deux membranes, donc la membrane externe de la cellule et à l'intérieur de la membrane nucléaire. Vous avez des structures qu'on appelle le réticulum endoplasmique, doux et rugueux.
vous avez les mitochondries, vous avez des petites organites, c'est comme des organes en fait pour la cellule. Donc vous avez les lysosomes, endosomes, les ribosomes, etc., etc. Vous avez toutes ces structures qui correspondent au fonctionnement de la cellule et chacun d'entre eux a une fonction ou une correspondance psychique. Et donc c'est important de comprendre ces fonctionnements et de vérifier s'ils fonctionnent bien ou pas, parce qu'ils ne fonctionnent pas toujours correctement, et c'est ça l'enjeu de cette étude. Malheureusement, il y a en fait de nombreuses dysfonctions chez quasiment tout le monde qui ont des effets négatifs sur notre psychisme et sur notre physique, notre santé physique. Ça signifie aussi que si on arrive à comprendre comment ça fonctionne, eh bien on peut trouver la source de nombreux problèmes psychologiques et physiques dans le fonctionnement de la cellule primaire. Et ça, c'est un champ de la science et un potentiel énorme qui s'ouvre devant nous, parce qu'on a énormément de choses à explorer et énormément de promesses à explorer. Donc vous l'avez compris, un des principes fondamentaux, c'est que entre le corps et l'esprit, il n'y a pas de différence, mais qu'au contraire, ils sont très intimement intriqués. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, au niveau de la cellule, le corps et la conscience ne font qu'un. Chaque molécule de notre corps, chaque molécule de la cellule correspond à une partie de notre conscience. Donc, ce que nous pratiquons, c'est la psychobiologie subcellulaire. Donc, psychobiologie, le corps et l'esprit, subcellulaire, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Et donc, c'est la science qui étudie le lien entre le corps et l'esprit et son fonctionnement au sein de la cellule primaire. Si on revient sur les techniques qu'on utilise en thérapie, toutes les techniques qui sont efficientes, c'est-à-dire qui ont un effet dans le traitement des traumatismes, exploitent un mécanisme à l'intérieur de la cellule primaire. La plupart du temps sans le savoir. La plupart des théoriciens ou des praticiens des techniques de psychothérapie n'ont aucune idée de ce qui se passe. Et pourtant, ça se passe. On commence aujourd'hui à le comprendre un peu mieux avec une branche de la biologie qui s'appelle l'épigénétique. Donc l'épigénétique, ça revient à ce que je vous expliquais un peu plus tôt sur les traumatismes, les chaînes d'ARN messagers et les ribosomes. Donc c'est ça l'épigénétique. Et on apprend aujourd'hui que cette épigénétique, c'est le lien entre des mémoires de choc émotionnel et la manière dont notre corps utilise les gènes ou pas. Et on commence à comprendre que les chocs émotionnels que l'on vit dans notre vie, ou dans la vie de nos parents, de nos grands-parents et de nos ancêtres, a un impact sur notre biologie. Donc c'est ce que nous aussi nous étudions à l'Institut. Et aussi, ce modèle va intégrer tout ce qu'on va qualifier d'expériences spirituelles ou extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui racontent avoir vécu des expériences qui sont hors du commun, qui semblent assez étranges, assez extrêmes en termes de ressenti, en termes de vécu, qui peuvent être qualifiés donc de spirituels ou extraordinaires. Eh bien, dans notre modèle, on va inclure ces expériences-là et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule. En fait, on se pose toujours la question, ok, qu'est-ce qui se passe dans notre psychisme et quel est le lien avec ce qui se passe dans la cellule? Et inversement, tiens, il y a ça dans la cellule, à quoi est-ce que ça correspond dans notre psychisme? On fait toujours le lien entre les deux puisque c'est la même chose, c'est intriqué. Et ces expériences extraordinaires, elles sont, dans ce modèle-là, aussi liées à des processus métaboliques ou des structures dans la cellule primaire. Et donc toutes ces découvertes posent les bases de cette nouvelle science qu'on appelle la psychobiologie subcellulaire. Si vous y pensez, ça paraît logique, parce que notre être, la personne que l'on est aujourd'hui, elle provient tout d'abord de notre conception, le moment où la biologie de notre père et de notre mère se rassemblent, fusionnent et créent la première cellule qui deviendra nous. Cette première cellule, c'est vraiment le moment où on commence à exister en tant qu'individu, en quelque sorte. Et si cette première cellule a des problèmes, des dysfonctionnements, eh bien, on ne peut pas les compenser après. On est conçu avec ces dysfonctionnements, avec ces limitations. Et donc, on ne peut pas améliorer notre santé au-delà de la santé de cette première cellule. Donc, c'est très important de comprendre comment se construit cette cellule
et est-ce qu'elle est en bon état ou pas. C'est vraiment ça l'enjeu de ce que l'on cherche à étudier. Donc si on revient sur l'aspect scientifique des choses, cette psychobiologie subcellulaire, c'est une science. Donc elle respecte toutes les règles de la science. Et une des premières règles, c'est que quand on définit une science, on en définit le cadre d'abord, et ensuite on définit les principes de base qu'on appelle les axiomes. Donc voici les axiomes de la psychobiologie subcellulaire pour faire très simple. On pourrait rentrer encore plus dans le détail, on pourrait écrire un livre entier sur le sujet, mais on va rester sur les choses de base. Premier axiome, toutes les observations valides en psychologie et en biologie doivent être compatibles. Parce que vous l'avez compris, on va rassembler la biologie et la psychobiologie en une science unifiée. Donc tout ce qui a été observé dans ces sciences-là, ça a été observé, donc c'est réel. Et donc, à chaque fois qu'une observation est valide, c'est-à-dire qu'on a bien compris que cette observation était vraie, qu'on observe un phénomène qui se répète, qui est concret, qui est décrit, qui est validé, eh bien, ça doit être validé aussi dans le cadre de notre science. On doit accepter ces observations, puisque la science est l'étude du réel. Donc on observe le réel, on se dit, ah, voilà ce que le réel nous présente, donc notre modèle, notre théorie se base sur ça. Donc ces observations, si elles ont été validées en psychologie et biologie, elles doivent être compatibles. C'est-à-dire qu'elles doivent être compatibles à la fois avec la psychologie et la biologie. S'il y a des choses qui sont exclues, alors ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait une compatibilité dans les observations. Il faut aussi que les modèles théoriques en psychologie et en psychologie et en biologie soient compatibles. En biologie, c'est assez simple puisqu'il y a un seul modèle, il y a une seule biologie. Par contre, en psychologie, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a des dizaines de modèles théoriques différents qui tentent d'expliquer le fonctionnement du psychisme humain de manière parfois différente, de manière parfois même contradictoire. Donc il va falloir faire le tri dans tout ça. Mais si on utilise une science qui réunit la psychologie et la biologie, alors la théorie qui explique cette science doit prendre en compte la biologie et la psychologie ensemble. Et enfin, ces modèles doivent intégrer tous les phénomènes observables, c'est-à-dire tout ce qui peut être observable dans le champ de la psychologie et de la biologie, et leur donner une explication théorique. Et ça peut inclure des phénomènes qui auparavant étaient considérés comme anormaux. Pourquoi? Parce que parfois en biologie, on va considérer qu'on a un champ de recherche qui est tel, on a un certain cadre, et si les choses sortent de ce cadre, eh bien la théorie ne peut pas les expliquer. Donc notre théorie doit pouvoir expliquer plus de phénomènes en fait que les modèles précédents. Et donc il existe un modèle unifié de psychobiologie qui réunit ces deux sciences et qui réunit toutes les données observées. Donc toutes les données qu'on connaît déjà, elles sont valides, elles font partie de ce modèle. Et ce modèle doit aussi permettre de prévoir de nouvelles observations. C'est ça l'intérêt, c'est qu'on peut aller plus loin. Et évidemment, la validité de ce modèle peut être testée avec la méthode scientifique. Donc la méthode scientifique, j'imagine que vous connaissez, sinon je ne vais pas vous refaire tout le topo. Mais on va utiliser des prédictions, des hypothèses, on va les tester par l'expérience, on va utiliser la logique, les raisonnements par déduction, induction, etc. etc. C'est une science. Ce n'est pas une pensée idéologique ou conceptuelle. Et enfin, il doit y avoir des applications concrètes qui émergent de ça. Si c'est juste parler pour se raconter des histoires intéressantes, c'est une chose, mais là on est dans la science, donc ce que la science permet, c'est qu'il y ait des choses concrètes qui en ressortent. Et une nouvelle science explique en général une part plus grande de la réalité que les modèles scientifiques précédents. Donc la biologie et la psychologie tels qu'ils existent encore aujourd'hui sont parfois compatibles, parfois incompatibles. Donc le modèle de la psychologie doit pouvoir permettre de trancher là-dedans et d'exclure ce qui est incompatible et d'inclure tout ce qui est validé, mais aussi de donner un cadre qui soit cohérent, qui fasse que tout soit logique et que tout soit intégré, mais aussi qui puisse expliquer plus de choses. Donc ça intègre ces deux sciences et ça va aussi plus loin. Et ça fonctionne toujours comme ça quand on progresse dans la science. La science progresse par élargissement, par expansion. Les nouvelles théories intègrent toujours les théories précédentes qui ont été validées, mais aussi les élargissent, leur donnent un cadre plus grand, permettent de résoudre certaines contradictions ou certaines incohérences et de procéder par élargissement.
Donc vous avez un très bon exemple que tout le monde connaît, j'imagine. Vous avez des théories en physique qui ont fonctionné comme ça. Par exemple, la relativité générale d'Einstein et la gravitation de Newton. La gravitation de Newton, elle est vraie dans un certain cadre, qui est dans un cadre euclidien simple. Ça permet de calculer que quand une pomme décroche de l'arbre, elle tombe sur la terre à telle vitesse et de telle manière. C'est valide. Mais ce n'est pas aussi précis que ça pourrait l'être si on entre dans un cadre plus large. Et ça, c'est la théorie d'Einstein qui est que ce n'est pas seulement une force d'attraction gravitationnelle, mais que la gravitation courbe l'espace-temps. Et ça permet de calculer des choses plus complexes, notamment quand on n'est pas dans un cadre simple, quand on est dans un cadre où la gravité est forte, comme dans le fonctionnement des planètes, des astres, etc., eh bien on peut beaucoup mieux calculer les trajectoires, l'écoulement du temps, etc., etc. Donc, la théorie d'Einstein est une expansion, un élargissement de la théorie de Newton. Elle ne rend pas la théorie de Newton invalide, mais elle explique que cette théorie n'est juste que dans un cadre très particulier, dans des conditions particulières, et si on veut comprendre des conditions plus générales, eh bien, il faut changer de cadre et changer de modèle. Donc c'est un peu la même chose avec notre science. Ça intègre la psychologie et la biologie, mais aussi les expériences spirituelles. Pourquoi? Parce que ce sont des données. C'est observé, il y a des choses qui sont répétées. Pour prendre un exemple, les expériences de mort imminente où les gens décrivent qu'ils sortent de leur corps et qu'ils entendent et qu'ils voient tout ce qui se passe dans la pièce, mais aussi dans d'autres pièces, et qu'ils peuvent s'en souvenir après avec une forte exactitude. Bon, en psychologie, on vous dira c'est pas possible, ça n'existe pas. Sauf qu'il y a des milliers, des milliers et des milliers de cas comme ça qui sont recensés. Donc, en fait, ça existe puisqu'on a des données observables. Seulement, il y a une contradiction entre le phénomène observé et la théorie psychologique qui n'arrive pas à l'expliquer. Donc, si on veut trouver une science qui soit plus juste, qui soit plus complète, eh bien, elle doit pouvoir intégrer ces phénomènes. Il se trouve que dans notre modèle, on a une explication pour ce phénomène-là, mais je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. On en reparlera dans une prochaine vidéo, peut-être. Pour avancer et pour revenir sur la méthode scientifique, elle s'applique évidemment à notre travail. Donc, on commence par observer les choses. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qu'on observe? Quels sont les phénomènes auxquels nous sommes exposés? Ensuite, on tente d'expliquer ces phénomènes avec une théorie. On se crée une idée qui paraît logique. Et cette idée, on va la tester. Donc, on va émettre des hypothèses. On va se dire, si on fait ça dans telles conditions, alors il devrait y avoir tel résultat. Et on va le tester par l'expérience. On va créer des expériences et on va voir est-ce que notre hypothèse est vérifiée ou pas. C'est souvent plus intéressant quand elle n'est pas vérifiée, en fait, parce que ça permet de remettre en cause l'hypothèse, de chercher des choses différentes. Et on va avancer comme ça en améliorant la théorie. Et en fait, ce n'est pas linéaire comme sur ce schéma, c'est plutôt cyclique. C'est un cycle sans fin. Mais au fur et à mesure, on améliore la théorie, on finit par trouver des applications. Donc, venons-en aux applications. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce modèle de la cellule primaire pour créer de nouvelles applications? Eh bien, il y en a beaucoup sur lesquels nous travaillons. Pour prendre un exemple simple et concret, le traitement des traumatismes. Donc il y a plein de techniques différentes en psychothérapie qui travaillent sur les traumatismes. Et donc on peut se poser la question, comment est-ce que ça agit au niveau cellulaire? Puisqu'on sait que les traumatismes sont stockés dans ces structures qui proviennent des dommages épigénétiques. Et donc on se demande, comment agit telle technique? Comment agit telle autre technique? Quels sont les mécanismes qu'on observe dans la cellule? Et qu'est-ce qui paraît fonctionner bien? Et qu'est-ce qui paraît être moins optimal? Comment est-ce que tout ça fonctionne? Et puis on trouve ce qui fonctionne bien. On peut l'améliorer par combinaison de différentes techniques ou par élimination de principes qui ne sont pas utiles. Et finalement, on arrive à améliorer les choses et à trouver quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Donc c'est ce qu'on fait par exemple dans notre thérapie, qu'on appelle la thérapie Peak State. On a une technique de traitement des traumas qui est extrêmement simple, assez rapide et surtout très efficace, très profonde et très permanente et très sûre. Et dans mon estimation, plus efficace que certaines autres techniques, ou plus sûre ou plus rapide que d'autres techniques. Et ce n'est pas parce que on est trop fort et qu'on a créé la meilleure technique du monde, c'est parce qu'on a une science qui nous permet de comprendre les choses et d'observer si on applique 10 techniques différentes, quelle est celle qui fonctionne le mieux,
Et puis si on prend les 2-3 qui fonctionnent mieux et qu'on les combine, et qu'on élimine ce qui n'est pas nécessaire, est-ce que ça fonctionne encore mieux? Oui, et donc cette technique est la meilleure. C'est la science qui nous dicte l'efficacité des choses. Un des grands apports que notre modèle apporte justement à la psychothérapie, au traitement des traumatismes, c'est que nous avons identifié qu'il y a 4 types de dommages épigénétiques différents et qui correspondent à différents types de traumatismes et d'émotions négatives, et que donc il faut des techniques différentes pour traiter ces 4 types de dommages épigénétiques. On ne peut pas tous les traiter avec la même technique, et la plupart des techniques en psychothérapie, en général, ne s'adressent qu'à un seul de ces types de dommages. Et donc, ça laisse de côté tout un potentiel qui peut être exploité quand on comprend comment ça fonctionne. Donc ça, je le détaille dans une autre vidéo aussi. Ça reste assez théorique, l'important c'est de comprendre quelles sont les techniques qui sont dérivées de cette compréhension et d'utiliser les techniques. On a découvert que la plupart des gens, c'est-à-dire quasiment tout le monde, ont des milliers et des milliers et des milliers de chaînes d'ARN messagers qui sont bloquées dans leurs cellules primaires. C'est l'état commun de quasiment toute l'humanité. On pourrait penser que c'est rare d'avoir ce problème-là, mais en fait non. C'est l'inverse. C'est très courant d'avoir des milliers de ces chaînes d'ARN qui sont bloquées. Et chaque chaîne contient un traumatisme, vous l'avez compris. Ces traumatismes, ils peuvent être réalisés, c'est-à-dire ce sont des chocs émotionnels, des émotions négatives qu'on a vécues dans notre vie, ou potentiels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore réalisés, on n'a pas encore vécu ces émotions-là, mais elles peuvent se réaliser dans certaines circonstances. Ça veut dire qu'on est préconditionné ou présensibilisé à certaines situations, et ça veut dire que dans ces situations-là, on sera traumatisé. Parce que notre biologie est déjà coincée, elle est déjà limitée. Et aussi, comme il y a un potentiel biologique là-dedans, chaque chaîne bloquée bloque aussi un mécanisme métabolique particulier. Puisque vous l'avez compris, l'expression des gènes, ça permet la synthèse de nouvelles protéines. Et donc, plus on a de chaînes d'ARN messagers qui sont bloquées, plus on a de dommages épigénétiques, plus on a de gènes qui ne sont pas exprimés. Et on en a beaucoup, des milliers et des milliers. Ce que ça veut dire, c'est que les êtres humains ont un énorme potentiel qui est encore inexploré aujourd'hui. Et c'est pour ça, justement, qu'on voit parfois des gens vivre des choses extraordinaires et qu'on a du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ils font pour vivre ça. Est-ce que c'est les circonstances de leur vie? Est-ce que c'est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de particulier avec leur conscience? Ou est-ce qu'ils ont fait quelque chose de physique pour y arriver? Ou est-ce qu'ils sont juste chanceux? On ne comprend pas comment ça fonctionne. Eh bien, c'est parce que tout ce potentiel, il est en quelque sorte verrouillé, coincé à l'intérieur de nous. Et donc, le but, c'est de pouvoir justement le décoincer, le débloquer. Maintenant, si on met en action ces principes et cette méthodologie scientifique, eh bien, on va partir d'une observation et on va essayer de comprendre comment créer une application différente. Une nouvelle technique, une nouvelle technologie, on pourrait dire. Donc, une observation, c'est que le corps, parfois, empêche le traitement d'un traumatisme s'il est associé à la survie. C'est quelque chose que l'on peut voir dans la technique de thérapie traditionnelle, où parfois certaines émotions, on n'arrive pas à s'en libérer. On travaille dessus, on fait plusieurs séances dessus, mais on finit par toujours souffrir de cette émotion. Donc c'est parce que le corps en fait retient ça et se dit non, je ne peux pas me libérer de ça parce que j'en ai besoin pour survivre. Même si ça ne paraît pas logique, et d'ailleurs souvent on rationalise la chose, on se dit bah c'est normal de continuer à vivre cette émotion. C'est parce qu'en fait le corps retient cette émotion. Et donc les meilleures techniques qui ignorent ce principe plafonnent à un taux de succès qui va être autour de 70-80%. Il y a des études cliniques sur ça, sur des techniques comme l'EMDR ou l'EFT, il y a beaucoup d'études cliniques, et c'est souvent le taux de succès qu'on observe, c'est dans ces eaux-là à peu près, selon le sujet. Pourquoi? Parce que dans 20-30% des cas, il y a autre chose qui se passe, qui fait que le corps empêche la technique de fonctionner. Donc notre observation, c'est qu'il existe un type de dommage épigénétique particulier qui ne se trouve pas là où sont les autres, c'est-à-dire dans la membrane du noyau de la cellule, mais qui sont dans un autre endroit de la cellule qu'on appelle le réticulum endoplasmique rugueux. Et les techniques habituelles ne traitent pas
n'agissent pas au niveau biologique à cet endroit-là. Donc elles sont inefficaces, psychologiquement et biologiquement. Et donc, puisqu'on a observé comment ça se passait, on se dit, bon, est-ce qu'on peut créer une technique qui permet justement d'agir à ce niveau-là? Bien oui, et c'est pour ça que nous avons créé une technique qu'on appelle la technique des associations. Et cette technique permet de résoudre ce problème qui fait que le corps parfois empêche une technique de résolution émotionnelle de fonctionner. Avec ces techniques-là, on peut libérer l'émotion. Et donc ce progrès-là, c'est vraiment un progrès technique, ça n'est possible qu'en comprenant la science qui sous-tend notre fonctionnement, et donc en comprenant le modèle biologique de l'observation de départ. Voici un autre exemple. On a observé que dans beaucoup de cas, les voix dont souffrent certains schizophrènes, les hallucinations auditives, sont générées par un parasite fongique autour de la cellule primaire. C'est-à-dire qu'autour de notre cellule, il y a une sorte de champignon microscopique qui a un effet sur la cellule et qui va créer ces hallucinations auditives. Cette fonction, elle est transmise de parent à enfant avant la naissance. Avant qu'on soit né, cet organisme infecte notre organisme en développement. Et pourquoi? Parce que nous avons des dommages épigénétiques qui font que cette infection se reproduit de génération en génération. Et donc, par principe, on s'est demandé, bon, si on arrive à réparer ces dommages épigénétiques, en utilisant justement une technique de traitement des traumatismes efficace, est-ce que ça nous rend immunisés contre ce parasite fongique? Si c'est le cas, les voix devraient disparaître. C'est logique. Eh bien, il se trouve que dans certaines observations, oui. Ce n'est pas encore une méthode qui est complètement au point et qui est disponible pour le grand public, malheureusement, parce que c'est un sujet de recherche complexe. Mais c'est juste pour vous montrer le principe. Donc, nous avons un protocole préliminaire qu'on appelle le silence mental qui permet de travailler sur ça. Si vous voulez en savoir plus sur ça, si ça vous paraît complètement fou, eh bien, je vous encourage à lire ce livre. Pour l'instant, il n'est qu'en anglais. Ça s'appelle Silence the Voices. C'est très facile à lire. Ça a été écrit par le fondateur de notre institut, Grant McFettridge. Et c'est une histoire, en fait, qui retrace tout le cheminement de cette idée de comprendre d'où viennent ces hallucinations auditives chez des schizophrènes jusqu'à mettre au point un traitement. C'est une recherche qui a pris, je crois, à peu près 16 ans. 16 ou 20 ans à peu près. Donc là, je vous l'ai résumé en 5 minutes. Mais si vous voulez en savoir plus et si ça vous intéresse, eh bien, je vous encourage fortement à vous procurer ce livre. Il est assez court, facile à lire et en anglais, mais c'est vraiment, vraiment passionnant. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon assez facilement. Silence the Voices. Et donc, si on va encore plus loin sur les principes de ce qu'il est possible de faire avec cette science, eh bien on peut se demander, est-ce que c'est possible de trouver l'origine de certaines maladies là-dedans? Et en particulier, les maladies qu'on va appeler d'étiologie inconnue, c'est-à-dire que la médecine traditionnelle n'a pas d'explication sur l'origine, la cause de ces maladies. Mais ces maladies existent. Vous savez peut-être qu'en psychiatrie, par exemple, il n'y a plus de recherche qui se fait sur l'origine de troubles comme la schizophrénie, la bipolarité, la dépression profonde, et tout un tas de choses. Les scientifiques se sont dit, on n'a pas trouvé, on n'a pas d'idée, il n'y a pas de solution, donc il n'y a plus vraiment de recherche dans ces domaines-là sur l'origine de ces troubles, en tout cas jusqu'à ce que de nouvelles techniques d'investigation scientifique arrivent. Pour l'instant, c'est en suspens. Donc les seules recherches qui existent, c'est comment trouver des combinaisons de médicaments, de molécules qui permettent de gérer les symptômes le mieux possible. Mais s'il y a de nouveaux principes scientifiques qui émergent, eh bien ça relance la recherche. Eh bien, c'est exactement ce que l'on propose en fait. Et donc, selon notre modèle, la manière dont notre raisonnement va fonctionner, c'est en partant d'une maladie particulière, est-ce qu'on peut en identifier la source dans la cellule primaire? Par exemple, je sais pas, la maladie d'Alzheimer ou la schizophrénie ou d'autres. Si on regarde à l'intérieur de la cellule, est-ce qu'on observe un fonctionnement ou une structure qui semble correspondre à cette maladie ou ce trouble? Si c'est le cas, et qu'on identifie une structure ou un mécanisme, on se demande à quel moment est-ce que ça a commencé à dysfonctionner. Et donc, on va remonter dans le temps, dans le développement biologique, pour identifier à quel moment du développement
ce problème est créé. Et la plupart du temps, c'est avant la naissance, évidemment, parce que c'est là que se jouent les choses les plus fondamentales de notre développement biologique et psychique. Et donc, s'il y a un problème à un moment particulier, est-ce qu'il est causé par des dommages épigénétiques? La plupart du temps, oui. Et puisque dommages épigénétiques, ça veut dire traumatisme, si on applique une technique de résolution des traumatismes efficace à ces traumatismes-là, est-ce que ça a un impact sur la biologie de la maladie? Est-ce que ça peut permettre de diminuer les symptômes ou peut-être de les régler complètement? Et bien dans ce cas-là, on va établir une hypothèse et puis on va la tester. On va tester un processus pour vérifier cette hypothèse. Un mot maintenant sur la psycho-immunologie. Donc c'est une sous-branche de la psychobiologie parce que nous avons observé plusieurs fois que certains pathogènes nous infectent avant notre naissance et qu'ils sont transmis du parent à l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu décrit, je pense, en biologie classique, et que pourtant nous observons vraiment plusieurs fois. Donc plusieurs fois, notre corps de parent étant affecté par un pathogène particulier, ce pathogène est transmis à notre descendance avant même la conception. Et donc, il y a toujours un moment particulier où ça se passe. Et à ce moment-là, il y a toujours un mécanisme qui fait que ça se reproduit de génération en génération. Donc, très souvent, ce sont des dommages épigénétiques, donc des traumatismes. Et si on les traite, eh bien, en théorie, le pathogène disparaît de la cellule primaire et donc aussi du reste du corps. Et il se trouve que l'on a observé ça plusieurs fois. Notre hypothèse, c'est que ça s'applique non seulement aux infections prénatales, qui sont assez nombreuses, mais aussi aux infections aux pathogènes qu'on peut attraper plus tard dans la vie. Donc les virus, les bactéries, les champignons, etc., etc. Notre hypothèse pour l'instant, c'est que ces infections prénatales, en quelque sorte, perturbent le système immunitaire et ouvrent la porte pour des infections futures. C'est-à-dire que si on est infecté par un rhume, par exemple, si on attrape un rhume et qu'on est infecté par une bactérie, une amibe ou un virus, et bien c'est parce que notre système immunitaire est déjà affaibli, qu'il a en quelque sorte ouvert la porte à cause d'une infection préalable. Et qu'il y a des familles comme ça d'infections qui utilisent des signaux chimiques qui sont les mêmes. Et donc, on peut aussi travailler sur les infections à des virus, des bactéries dans la vie courante. En tout cas, c'est l'hypothèse que nous avons. Donc la psychoimmunologie, c'est aussi une science, évidemment. C'est dérivé de la psychologie subcéllaire, c'en est une sous-branche. Et ça étudie comment nous rendre immunisés contre certains pathogènes à l'aide de ces techniques de réparation épigénétique. Donc c'est en développement, c'est préliminaire. Il n'y a pas encore de protocole qui soit testé et validé par un protocole scientifique, parce que tester ça de manière scientifique, ça prend des années. Et voilà, ce n'est pas encore disponible, mais en tout cas, c'est l'idée dans laquelle nous travaillons. On fait des recherches, on se pose la question, est-ce que c'est possible? Donc je ne dis pas c'est possible, c'est sûr, ça existe pour l'instant, mais ce que je vous dis, c'est qu'on travaille dans cette direction et qu'on a des observations qui sont assez intéressantes. Pour conclure sur cette introduction, puisqu'on n'est encore que dans une introduction, on pourrait approfondir tous ces sujets pendant encore des heures, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent bon d'accord, ton truc ça a l'air intéressant, ça a l'air cohérent, mais les méridiens par exemple, ça c'est quelque chose qu'on n'explique pas dans la science classique. C'est vrai que dans la science classique occidentale, ça n'est pas vraiment expliqué, alors que dans la science chinoise, c'est une évidence pour tout le monde qu'on a des méridiens, et d'ailleurs l'acupuncture, ça marche quand même très bien. Et donc, logiquement, il devrait y avoir une explication à ça. Eh bien, il se trouve que notre modèle l'explique parce que les méridiens sont observables dans la cellule primaire. On les voit dans la cellule primaire. Ce sont des toutes petites structures qu'on appelle des microtubules. C'est comme des tout petits tubes qui parcourent la cellule primaire dans différents sens. Et quand on les perçoit, eh bien, on peut percevoir nos méridiens. Et en fait, c'est comme ça certainement que les méridiens ont été découverts. C'est par cette conscience que, à l'intérieur de nous, cette structure existe. On peut aussi observer plein de choses dans la cellule primaire, comme la cause de l'autisme. Aujourd'hui, en médecine classique, en psychologie classique,
on ne sait pas si l'autisme a une cause, on ne sait pas si c'est une maladie ou pas. On a plutôt tendance à se dire, bah non, c'est pas une maladie parce que on n'a pas trouvé la cause, parce que c'est tellement complexe. Il se trouve que dans notre modèle, la cause de l'autisme, elle se place au sein de la cellule. C'est pas quelque chose qui se place dans le cerveau ou dans le corps, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et si on arrivait à réparer ça dans la cellule, eh bien on pourrait avoir un effet sur l'autisme. Il se trouve qu'on a déjà eu des cas où on a eu des changements drastiques sur des autistes, même si pour l'instant c'est anecdotique parce que c'était que quelques cas. En tout cas, on mène des recherches sur ça et on a une hypothèse sur la cause de l'autisme. Même chose pour le diabète de type 1. Donc le diabète de type 1, c'est un problème du pancréas qui n'arrive plus à sécréter l'insuline et ce dont on a besoin pour le métabolisme du sucre. Eh bien, il se trouve qu'à l'intérieur de la cellule primaire, il y a une structure qui correspond au pancréas. Et que dans cette structure, il y a parfois un dommage particulier, un dysfonctionnement particulier qui correspond exactement au diabète de type 1. Il y a une correspondance entre les deux. Et donc, l'hypothèse, c'est si on arrive à réparer ça dans la cellule, est-ce que ça a un effet sur le diabète de type 1? Encore une fois, on mène des recherches là-dessus. On peut observer aussi plein d'autres choses qui sont plutôt des choses psychologiques ou psychiques. Par exemple, les troubles obsessionnels compulsifs ont une origine subcellulaire. Même chose pour les voies schizophréniques. Le trouble de la personnalité multiple, même si aujourd'hui on ne décrit plus vraiment ce trouble, on l'a remplacé par le trouble dissociatif de l'identité, mais en tout cas on observe qu'il y a une correspondance avec une structure dans la cellule primaire. Et on peut aussi observer dans la cellule primaire certains parasites, certains pathogènes. Donc des bactéries, des virus, des champignons et des prions. Maintenant, pour des raisons de sécurité, nous vous encourageons les profanes, c'est-à-dire par exemple vous, à ne pas tenter d'explorer la cellule primaire sans supervision, parce que on peut mal gérer certaines choses et on peut parfois se blesser en explorant la cellule primaire, donc on n'enseigne pas publiquement à le faire. Par contre, si vous êtes un scientifique, eh bien là, il y a une possibilité qu'on vous enseigne comment le faire, et justement, nous sommes très intéressés pour collaborer avec des scientifiques, des universités, pour valider ces observations et explorer les différentes hypothèses qu'on a, améliorer notre théorie, la valider ou l'invalider, mais en tout cas faire progresser les choses. Donc c'est quelque chose que nous sommes très enclins à faire. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez participer à nos formations dans lesquelles on explique certaines choses et toutes les techniques qu'on enseigne sont basées à chaque fois sur le modèle théorique, donc la psychobiologie. Nous avons aussi l'ambition de réaliser des recherches cliniques dans le futur. Maintenant, c'est très compliqué à mettre en place. Nous ne sommes qu'une petite équipe de bénévoles sans financement. Donc, pour l'instant, c'est suspendu, mais c'est quelque chose qu'on prévoit de faire dans le futur. Et évidemment, on est très intéressé par des collaborations avec des centres de recherche, des universités. Donc, n'hésitez pas à me contacter, moi ou mes collègues, si vous êtes curieux et que vous voulez en discuter plus en détail. Donc voilà pour cette introduction. Peut-être qu'elle soulève beaucoup de questions, mais j'espère qu'elle vous donne un aperçu de la science que l'on cherche à développer au sein de notre institut et des bases de certaines techniques qu'on utilise. Tout ça est très nouveau, très novateur. Ce n'est pas quelque chose dont on entendra parler dans le grand public avant des années, voire des décennies, parce que c'est vraiment à la pointe de la recherche scientifique. Ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà certaines applications qui sont disponibles, et ça c'est ce que j'explique sur ma chaîne YouTube et que je pratique avec mes clients. Une chose qui est très importante pour nous, c'est la sécurité, et donc ça prend souvent beaucoup de temps pour nous pour tester une approche et vérifier que cette approche est efficace, qu'elle est stable dans le temps et qu'elle est sécure. Et c'est pour ça aussi que cette recherche prend du temps. Parfois, il y a des protocoles où on va mettre 3 ans ou 5 ans à tester une technique telle qu'elle, à vérifier qu'elle fonctionne bien, pour ensuite commencer à la diffuser. Donc tout ça est vraiment sur du temps très long. Mais voilà pour cette introduction. Donc si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo et à regarder les autres vidéos où je rentre dans le détail de certaines choses. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est simplement de comprendre qu'on peut changer. On peut changer énormément de choses dans notre biologie et notre psychisme, et que si on veut développer les choses, si on veut avancer dans cette compréhension, si on veut améliorer les techniques, eh bien il faut comprendre comment ça fonctionne. Et donc il faut avoir un modèle scientifique. Donc merci
d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.